Oui. Tu vois, c'est bien. Je savais pas que tu faisais de la plongée sous-marine. Ouais, je fais ça pour m'amuser. Ouais. Ah, vous êtes là, pardon. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans ce premier épisode de Mona Learning. Mona Learning, c'est des petites vidéos qu'on va vous présenter avec Alain dans le cadre de la formation du titre de chargé de projet e-tourisme. Après, ça sera aussi en ressources sur le site internet de la Mona et sur la page de la Mona. Et donc, en fait, on va, à travers 4 ou 5 épisodes, vous présenter un petit peu la mission et l'équipement pour une mission de reporter de territoire. Notamment. Oui, on va parler à des reporters de territoire. Vous êtes reporter de territoire. Et c'est pour vous qu'on a conçu ces différents épisodes. On va commencer par le début. Qu'est-ce que c'est qu'un appareil photo ? Alors, vous voyez là sur la table, on a amené à peu près tout ce qu'on avait de disponible dans nos placards ou dans nos sacs photos. Et j'ai ressorti mon vieux réflexe argentique, donc c'est pas du tout numérique, pour vous parler de la monture d'un appareil photo. Chaque marque a sa propre monture. Et on ne peut pas monter un objectif Minolta, par exemple, sur un Canon. Et on ne peut pas monter un objectif Pentax sur un Sony. Chaque marque a sa propre monture. Et c'est une donnée qui est peut-être importante, on verra ça tout à l'heure, si on envisage de changer ou de renouveler son matériel. Parce que cet épisode est consacré à ça. Choisir, renouveler ou faire évoluer son matériel. Ce Minolta, alors je me sers de lui parce qu'il n'y a pas de capteur à l'intérieur. Et puis je ne prends pas le risque qu'il y ait des poussières. Parce que lorsque la poussière rentre, elle se dépose sur le capteur. Après, vous avez des minuscules petits points très disgracieux et pas très faciles à enlever en post-production. Autrefois, dans les appareils photo, on avait un film, vous savez, qu'on chargeait à l'intérieur. Voilà. Ben, à la place du film, maintenant, on a un capteur numérique. C'est comme un panneau photovoltaïque minuscule avec des tout petits puits dans lesquels la lumière rentre, qui est transformée en électricité, et cette électricité ensuite transformée en image. Voilà, ce n'est plus une pellicule argentique, c'est un capteur numérique qui est installé à l'intérieur des appareils photo numériques. On passe au numérique ? On passe au numérique. Donc on n'a plus de pellicule, on a un capteur tout au fond de notre appareil photo, réflexe ou hybride, ou il y a plusieurs familles, on en parlera tout à l'heure. Le principe d'un réflexe, c'est d'avoir un miroir qui, le temps de la photo, se relève pour laisser passer la lumière et la laisser aller jusqu'au capteur. Dans un hybride, il n'y a pas de système réflexe. Ce que l'on voit sur l'écran ou éventuellement dans le viseur, c'est la copie conforme de ce que le capteur reçoit en temps réel, que l'on visualise sur un tout petit écran dans le viseur ou sur l'écran principal de l'appareil photo. La différence principale, c'est ça, c'est la visée entre un réflexe et un hybride. Tu nous as expliqué la différence majeure entre un hybride et un réflexe. Tu as parlé du mot capteur. Est-ce que tu peux nous faire un petit point sur le capteur et la taille du capteur et l'équipement, en fait, la gamme des capteurs qu'il y a ? Alors, on va faire toujours référence à la pellicule et au format de la pellicule. Je vais dire autrefois, c'était au siècle dernier quand même. Hein. Oui, c'est vrai. Au siècle dernier, chaque image était captée sur une pellicule dont la taille était de 24 mm de haut sur 36 mm de large. Voilà. Au début des appareils photo numériques, il était quasiment impossible de construire des capteurs 24-36. Ça coûtait, on peut dire ça coûtait cher. Et la plupart des capteurs sont aujourd'hui d'une taille un peu moindre. On parle d'APS-C, on parle aussi de micro 4 tiers, on parle aussi de capteurs 1 pouce. Tout ça, ce sont des tailles inférieures effectivement au format 24-36, mais qui parviennent à faire de très bonnes photos. La différence notable entre des capteurs 24-36 et des capteurs plus petits, c'est la capacité à gérer la profondeur de champ. Mais ça, on en parlera une autre fois, de la profondeur de champ. Par contre, est-ce que la taille du capteur a un impact sur la qualité de l'image, la finesse de l'image ? Aujourd'hui, tous les constructeurs réussissent à faire des capteurs de différentes tailles qui ont des performances similaires. Est-ce qu'un reporter de territoire a besoin d'un capteur APS-C ou de grand format pour pouvoir faire des choses vraiment intéressantes? C'est pas indispensable de partir sur du 24-36. D'abord, ça va faire un budget qui est important, ça va faire des appareils qui sont lourds. Il faut penser au sac à dos quand même. On peut considérer qu'un reporter... Le sac à dos, on le verra dans une prochaine étape. Ah, ça, non, on peut considérer vraiment qu'avec un capteur APS-C, un capteur
micro 4 tiers, voire même un capteur 1 pouce, comme on en trouve dans certains bridge ou certains compacts experts, vous allez faire de bonnes photos et de bonnes vidéos. Et d'ailleurs, on a, je pense, beaucoup de nos amis reporters là, qui sont, ou futurs reporters, qui utilisent aussi des téléphones portables, des smartphones. Alors effectivement, c'est quoi la taille d'un capteur sur un smartphone? C'est tout petit, c'est encore plus petit qu'une tête d'épingle. Avec les téléphones portables, les capteurs étant tout petits, la profondeur de champ est quasi infinie. C'est net tout le temps. C'est pour ça que les photos sont bien d'ailleurs. On a parlé des capteurs, qui permettent en fait de capter la lumière. Est-ce que tu peux nous parler du viseur désormais? Alors, on était là. C'est mieux sans. La visée, c'est important pour être en contact avec ce que l'on est en train de photographier. Ça peut être un paysage, ça peut être une personne. Lorsqu'on regarde dans le viseur ou dans l'écran, on fait rentrer en fait ce qu'on observe, ce qu'on a envie de partager sur ce petit écran ou à l'intérieur de cette petite fenêtre dans laquelle on glisse l'œil. Chacun fait comme il veut. L'intérêt quand même du viseur, qu'il soit optique ou électronique, c'est que on rentre dans l'image davantage. On est plus impliqué. Alors qu'avec l'écran, il y a une forme de distance. Et puis en pleine lumière, c'est quand même assez difficile parce qu'on ne voit pas toujours très bien. L'écran de l'appareil photo, on peut également l'orienter, ce qui permet de faire des photos en l'air comme ça, ou alors des photos en contre-plongée comme ça, ce qui est impossible à faire avec un réflexe. Le réflexe, on regarde dans le viseur et on fait la photo. Tu as parlé, je ne sais pas s'il faut qu'on rentre vraiment dans ce détail-là, c'est de viseur optique et de viseur électronique. Oui. Ben, dans un cas, ce que l'on voit à travers le viseur optique, c'est exactement ce qui traverse l'objectif et qui arrive à nos yeux sans rencontrer autre chose que des miroirs. Dans un viseur électronique, l'image que l'on voit dans le viseur, c'est une copie de ce que reçoit le capteur et qui est envoyé sur un tout petit écran de télévision à l'intérieur du viseur. Voilà, on a une transcription de ce que le capteur reçoit. Voilà, c'est la différence. D'accord. Est-ce qu'on peut dire quelques mots sur le cadrage? Cadrer, c'est choisir. C'est choisir ce qu'on va mettre dans la photo, à quel moment l'image va commencer, à quel moment elle va se finir, elle va raconter une histoire dans la photo. Et c'est aussi choisir ce qui ne va pas être intégré dans cette image. C'est ça, choisir. Le cadrage en photo change un petit peu du cadrage vidéo parce qu'on n'a pas les mêmes formats. Le cadrage vidéo, c'est un cadrage 16/9. C'est un format assez étiré en largeur pour correspondre à nos écrans de télévision modernes et actuels. En revanche, en photographie, on peut avoir des cadrages un petit peu différents. On a le cadrage 3,5, qui est le cadrage historique des 24-36. Sur les appareils hybrides au format micro 4 tiers, eh bien comme leur nom l'indique, le ratio d'image est un ratio 4 tiers ou 3/4, d'accord? Et on peut aussi, sur ces appareils-là, avoir des cadrages photo 16/9, voire carrés. Voilà un petit peu les grandes différences de cadre. Après, la construction de son cadre, où est-ce qu'on positionne les éléments dans l'image, on y reviendra. Et les grandes différences entre photo et vidéo, c'est ce format très étiré en vidéo qui s'oppose d'une certaine façon à un format plus rectangulaire classique de la photographie. D'accord. Donc, nous avons parlé de pas mal de petites choses pour l'instant sur la photo. Peux-tu nous dire un mot sur la vidéo? Depuis à peu près 2009, les appareils photo numériques sont capables de faire de la vidéo. Donc l'idée, c'est de pouvoir enregistrer ça sur une carte mémoire et puis de monter ça sur un logiciel et de faire des vidéos. Le principe, c'est le même que dans une caméra numérique. Pour un candidat au titre de chargé de projet e-tourisme, si on arrive à bien comprendre son appareil photo, si on a fait le bon choix de son appareil, on est capable de faire des belles photos et des bons films. Exactement. Les appareils vont être capables de remplir les deux missions. C'est documenter en photo et tourner en vidéo. Et trouver l'appareil qui est capable de vous permettre de faire les deux n'est pas forcément si simple. C'est pour ça qu'on parle beaucoup aujourd'hui d'hybrides, parce que les hybrides, lorsqu'ils ont été lancés, créés, notamment par Panasonic et Olympus, c'était cette idée-là, c'était de permettre aux gens de faire à la fois de la photo et de la vidéo en ayant des seuils qualitatifs à peu près équivalents des deux côtés. D'accord. Donc on parle d'HD, de Full HD, de vidéo HD. La plupart des appareils tournent en Full HD. Alors Full HD, qu'est-ce que ça veut dire? C'est la définition. Donc le format de l'image, c'est 1900 points par ligne et on a 1080 lignes.
Donc c'est à rapprocher du format d'image des télévisions d'autrefois, qui était infiniment plus petit, grosso modo 4 fois plus petit. Et les appareils photo numériques que l'on utilise aujourd'hui, que l'on trouve sur le marché aujourd'hui, permettent de tourner dans cette résolution-là. Ils le font tous. Certains ont même la capacité d'aller au-delà, de tourner en 4K. Alors vous avez vu dans les grands magasins ces écrans 4K qui ont effectivement une définition qui attire l'œil. Tous les appareils ne font pas de la 4K. C'est d'ailleurs pas forcément indispensable. Mais ça va se généraliser, ça c'est certain. Est-ce que il y a une différence majeure entre du Full HD et du 4K? Non, à moins que vous ayez à diffuser votre travail sur des écrans 4K, auquel cas il faudrait effectivement tourner en 4K, monter en 4K. L'avantage principal du 4K aujourd'hui, c'est de pouvoir retailler dans l'image. C'est-à-dire qu'on va créer une image avec une définition énorme, dans laquelle on va pouvoir couper, enlever quand on est en montage. Quand on est en montage. D'accord. Voilà. Okay, c'est pour l'instant le seul intérêt. Donc, Alain, on a parlé photo, on a parlé vidéo, on n'a pas encore parlé budget. Non, on n'a pas parlé budget parce que le budget, ça va beaucoup dépendre de ce que votre direction, votre hiérarchie entend consacrer à l'équipement qui sera le vôtre ou celui de l'office ou du bureau, on va dire. On peut trouver aujourd'hui un ensemble avec un appareil photo numérique et un objectif, parce que l'objectif, c'est vraiment, vraiment très important. Ça ne se choisit pas à la légère. Un appareil photo numérique et un bon objectif, on commence à trouver ça autour de 1 000 €. Mais, il faut aussi quelquefois ajouter un trépied, ou etc., etc. Il y a toujours des petites choses qui se rajoutent. Les marques historiques que sont Pentax, Canon, Nikon restent leader sur le marché des réflexes, alors que c'est le marché des hybrides qui se développe. Des hybrides plus légers, plus compacts et plus faciles à mettre en œuvre. Et c'est finalement des marques qui se sont développées sur ce marché-là. Je pense à Panasonic, je pense à Olympus, à Fujifilm et à Sony, qui se sont développées sur ce marché-là. Et c'est autour de ces marques-là qu'il faut peut-être chercher l'outil idéal du reporter de territoire qui est aussi à l'aise en photo et en vidéo. Alors si vous vous sentez définitivement plus photographe que vidéaste, vous pouvez très certainement continuer à lorgner du côté des réflexes. Si vous êtes plutôt orienté vers la vidéo, vous pouvez peut-être aussi vous orienter du côté des bridges qui aujourd'hui permettent de faire à la fois de la photo et de la vidéo dans de très bonnes conditions. Plutôt qu'une caméra qui, effectivement, dans certains cas, fait des photos, mais mal. C'est quoi un bridge? Alors un bridge, c'est un appareil dont on ne peut rien démonter. On ne peut pas changer l'objectif sur un bridge. Il est dessus, il fait tout. C'est très souvent des zooms avec une amplitude très importante. On part du grand angle et on finit au téléobjectif très 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 loin. Les fonctions principales, c'est le viseur, l'écran, l'objectif qui est un zoom de grande amplitude. Ça remplit le service pour la photo, ça fait de bonnes vidéos, pour peu qu'on utilise un bridge plutôt haut de gamme, et on n'a pas de problème à se poser, ça marche. Parfait, Alain. Donc je crois que là, tu as introduit la notion d'objectif. Alors l'objectif, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est au moins aussi important que l'appareil. Monter un très bon objectif sur un appareil ancien donnera de meilleurs résultats qu'un objectif médiocre sur un champion du monde. Voilà, un très bon appareil. Un très bon appareil. C'est l'objectif qui fait la photo, c'est l'objectif qui fait la vidéo, et on va choisir justement tel ou tel objectif avec telle ou telle intention. Dans la plupart des cas, les kits, c'est le marketing, hein. Les kits qui sont vendus aujourd'hui, c'est un boîtier avec un zoom, quelquefois 2 zooms, qui sont corrects. Dans certains cas, qui sont presque médiocres. Voilà. Il faut faire attention, et moi j'aurais tendance à conseiller aux reporters territoire d'acheter le boîtier nu et d'acheter l'objectif à part, en choisissant cet objectif en fonction de votre usage. Si vous êtes plutôt un paysagiste ou si vous êtes plutôt un portraitiste, si vous avez plutôt une tendance à voir grand ou plutôt une tendance à vouloir montrer des choses en particulier sur le détail, c'est des façons de photographier ou de filmer un petit peu différentes, et c'est ça qui va guider dans le choix de l'objectif. Alors, dans les objectifs, effectivement, on a 2 familles. On a les zooms qui permettent de changer le cadre, de partir du grand angle
et de resserrer. Et puis il y a des focales fixes qui, elles, ont un cadre fixe. D'accord. Voilà. Les focales fixes ont une construction interne plus qualitative, parce qu'elles n'ont pas de compromis à faire. Optiquement, c'est compliqué de changer de focale. Des compromis pour laisser passer la lumière, notamment. Voilà. Pour pouvoir construire quelque chose dans un zoom qui va changer de focale, on est obligé de limiter un peu la lumière qui rentre dedans. D'accord. Voilà. Donc, classiquement, les zooms sont moins lumineux, en tout cas ont une moindre capacité à laisser rentrer la lumière que les focales fixes. Un bon objectif, c'est un objectif qui laisse entrer beaucoup de lumière et qui laisse entrer cette lumière sans la dénaturer, sans faire partir les rayons dans tous les sens, sans changer les couleurs. Voilà, c'est ça qui est important, et c'est aussi sa capacité de résolution. C'est-à-dire sa capacité à l'objectif à voir des choses toutes petites et à les amener jusqu'au capteur. Comment savoir si un objectif laisse passer la lumière? Eh bien, ce sont les chiffres qui sont inscrits, f2.8, f3.5, f5.6. Tu nous perds déjà là, on verra ça je crois dans le deuxième épisode. C'est le deuxième épisode, c'est l'ouverture. Qu'est-ce qui se passe quand on ouvre ou quand on ferme? Voilà, on en parlera dans l'épisode 2. Donc aujourd'hui on a nos candidats au titre chargé de projet e-tourisme qui sont à notre 5e jour de formation. Il y en a qui ont déjà suivi des formations sur l'animation numérique de territoire, d'autres sur reporter de territoire, d'autres pas du tout. Parfois ils ont donc des équipements peut-être anciens. Si un reporter de territoire visionne cette vidéo et avec tout ce qu'on s'est dit, se pose la question de « mince, mon matériel a plus de 5 ans, qu'est-ce que je fais ?» J'achète autre chose. Oui, il y a 5 ans, les appareils photo faisaient assez mal de la vidéo et les capteurs n'étaient pas encore suffisamment sensibles aux faibles lumières pour donner une image qualitative. Aujourd'hui, on arrive quasiment à faire des photos et à tourner dans l'obscurité. C'est tout à fait hallucinant, mais c'est vraiment le cas. Et c'est vrai aussi bien en photo qu'en vidéo. Donc il ne faut pas se priver de cette capacité à pouvoir tourner dans n'importe quelle condition, parce qu'un reporter de territoire, quelquefois, on lui dit tu vas tourner à tel endroit, sauf qu'il n'y a pas de lumière, il fait nuit, eh bien on va tourner quand même. Avec les appareils modernes, on va y arriver. On parle de qualité de photo, de qualité d'image, mais aujourd'hui, la plupart de nos productions, elles vont sur Internet, sur Instagram ou sur YouTube, sur Facebook. Est-ce qu'on a vraiment besoin de la qualité ? Ah ben, oui, c'est la plus-value que vous apportez à vos prestataires, c'est la plus-value que vous apportez aux clients, à votre destination. Si vous faites les photos de tout le monde, votre métier n'a aucun intérêt. Votre métier n'a d'intérêt de reporter de territoire que si vous apportez une plus-value qualitative, un regard, une dimension d'auteur peut-être même, à votre environnement touristique. Donc pourquoi se priver de faire un peu mieux que le commun des mortels, un peu mieux que vos prestataires? Et c'est d'ailleurs pour ça que les prestataires vous demanderont d'intervenir pour eux. Donc on a plutôt parlé de ça. Oui. Aujourd'hui. Globalement, on a plutôt parlé des hybrides, des appareils photo qui sont de petite taille, compacts, avec des objectifs qui ne sont pas énormes, qui ne font pas peur, qui sont discrets, avec lesquels on peut travailler très rapidement. C'est, à mon sens, du côté des hybrides que les reporters de territoire d'aujourd'hui doivent chercher le matériel qui va leur convenir. Mais est-ce que ça suffit quand on n'a que ça pour aller sur le terrain? Ah non, ça suffit jamais, on a toujours besoin d'autre chose. Alors, le premier truc dont vous allez avoir besoin, si vous faites de la vidéo, c'est ça. Ça, qu'est-ce que c'est? C'est un filtre neutre. C'est un filtre qui va faire en sorte, lorsqu'on le met devant l'objectif, on sait bien qu'on enlève le bouchon, hein, lorsqu'on le met devant l'objectif, le filtre neutre fait en sorte qu'il y a moins de lumière qui rentre dans l'appareil photo. Alors, pourquoi mettre moins de lumière? Tout simplement parce qu'en vidéo, on tourne à 50 images secondes, donc au 50e de seconde, et dans la plupart des cas, surtout en extérieur, on va avoir trop de lumière. Et on ne veut pas trop de lumière, on veut juste bien en vidéo, et le seul moyen pour réduire la quantité de lumière, eh bien, c'est le filtre gris neutre, comme ça. Ça, c'est le premier accessoire indispensable pour faire de la vidéo avec un réflexe ou avec un hybride. Celui-là, il est au format de mon objectif, mais j'en ai un autre pour des formats plus grands. Il y a toutes sortes de marques, toutes sortes de prix. Combien ça coûte, ça? Ah, ça coûte entre 40 et 150 €, selon la qualité de traitement, parce que ça dénature un tout petit peu les couleurs. Donc, à chaque fois, il faut refaire une balance des blancs. Vous voyez pas ce que c'est la balance des blancs? On en reparle dans un prochain épisode. Alors, on a ça. Pour aller sur le terrain, qu'est-ce qu'il nous faut d'autre? Une deuxième batterie. Ça, c'est indispensable. On ne part jamais sur le terrain, lorsqu'on est reporter de territoire, sans une deuxième batterie chargée.
Donc la deuxième batterie, si on renouvelle son matériel, on l'achète immédiatement. Oui, lors de l'achat, on achète l'appareil qui est livré avec une batterie et on achète tout de suite une deuxième batterie, de préférence vendue par la marque. Elles sont hors de prix, je suis d'accord. On en trouve aussi sur Amazon des compatibles qui marchent bien. Il faut faire attention à ne pas acheter tout à fait n'importe quoi, lire peut-être un petit peu les avis des autres acheteurs ou consommateurs, mais c'est indispensable de partir avec 2 batteries chargées. Nous avons 3 choses. Qu'est-ce qu'il nous faut d'autre? Un bon trépied. Autant en photo qu'en vidéo, c'est important de stabiliser son travail. Une vidéo qui bouge comme ça, tout le monde est capable de le faire. Un reporter de territoire, lui, est capable de faire une vidéo, voire une photo nette, bien cadrée, et qui ne bouge pas pour ce qui concerne la vidéo. Donc le trépied, c'est l'accessoire indispensable, même si ce trépied est un petit trépied comme lui, qui s'accroche partout, qui permet de résoudre un tas de problèmes. Ne serait-ce que ça s'appelle un GorillaPod, ça vous permet de stabiliser vos prises de vue et vos photos. Un autre matériel indispensable? Un petit accessoire qui coûte pas très cher, on trouve ça dans les boutiques photos, c'est une petite poire qui souffle, tout simplement pour faire partir la petite poussière qui a eu la mauvaise idée d'aller se positionner sur votre capteur. Avant de commencer à émettre les doigts, mettez juste une petite soufflette d'air sur le capteur pour enlever la petite poussière qui s'est déposée et pour nettoyer vos objectifs également, pour nettoyer l'avant de vos objectifs, pour nettoyer votre viseur. Un petit coup de soufflette et c'est réglé. Et ça vaut 2 fois rien. C'est plus efficace que les petits chiffonnettes? C'est plus efficace que les chiffonnettes parce qu'on ne touche pas. En général, on conseille de ne pas toucher quoi que ce soit avec ses doigts ou même avec un chiffon propre. On conseille de ne pas toucher. Parce que ça va laisser un petit peu de graisse, alors qu'un petit peu d'air, ça va. Tout à l'heure, je vous disais qu'en vidéo, on avait souvent trop de lumière et quelquefois, on n'a pas assez de lumière. Alors, quand on n'a pas assez de lumière, en vidéo, on utilise une lampe, une petite lampe comme ça. Alors, je vais l'allumer pas trop fort. En photo aussi, d'ailleurs. Elle peut servir aussi de complément d'éclairage en photo. Ça vous évite d'avoir un flash. Donc ça, c'est aussi un petit accessoire pas très cher. On en trouve à partir de 30-40 euros qui va vous permettre de résoudre des problèmes de lumière, notamment le soir, la nuit. Et puis, ça permet de faire des choses un peu créatives aussi. Alors, on pourrait aussi avoir besoin, surtout lorsqu'on s'attaque à la vidéo, à un enregistreur, un magnétophone qui va vous permettre d'enregistrer un petit peu mieux que les micros incorporés, parce qu'ils sont vraiment pas bons. Donc un enregistreur, je vais vous en montrer 2 que j'affectionne particulièrement, que je conseille même précisément aux reporters de territoire. Il y a le Zoom H4n, qui est mon compagnon de voyage quotidien dans mon métier. Et puis il y a le Zoom H1, qui est un peu plus modeste, un peu plus petit, et qui, à mon sens, est un très bon outil, et ça vaut à peine plus que 100 euros. Je crois qu'on fera un module entier sur... Il y a un épisode consacré au son, je vous présenterai tout ça. Alors après, il y a des choses qui sont importantes. Avoir un casque, lorsqu'on enregistre une interview en vidéo, c'est important pour maîtriser un petit peu le niveau sonore. Avoir ce petit accessoire aussi, alors ça ferait rire, une perche à selfie. Mais ça peut vous résoudre aussi, quelquefois, des difficultés pour faire des plans qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Un plan derrière une fenêtre. Voilà. Avec une perche à selfie, ça ne fait pas que des selfies, ça permet aussi d'allonger le bras et de mettre son appareil photo ou son appareil pour faire une vidéo dans des situations un petit peu différentes que d'ordinaire. Alors, oui. Alors après, il y a des petites choses qui sont j'allais dire magiques. Ça, c'est un petit truc qu'on glisse à la ceinture et qui permet ensuite de tenir le capuchon de l'objectif. Vous savez, le truc qu'on perd systématiquement, là, le capuchon, il est à la ceinture. Il n'est pas dans la poche, donc on ne va pas s'asseoir dessus, on ne va pas le casser, et on va donc pouvoir le conserver par devers soi, comme on dit. Alors, il y a un truc aussi. Ah oui. Il y a un truc aussi qui est important à conserver, en tout cas à ne pas perdre, c'est le pare-soleil. C'est pas un accessoire inutile, le pare-soleil. Ça évite, dans bien des cas, que les rayons du soleil rentrent dans l'objectif. Si les rayons du soleil rentrent directement dans l'objectif, d'abord on va avoir une photo surexposée, et puis ça fait des choses qui sont assez vilaines. On va perdre en contraste, et du coup on risque de louper la photo et de louper le tournage vidéo. Donc essayez de ne pas perdre vos pare-soleil. C'est vraiment très important de les avoir
à portée de la main et de les monter sur les objectifs lorsqu'on tourne. On est où là? Putain, on est parti. Et là, On a fini, hein? On a fini, oui. Ouais. On peut peut-être dire un mot des prochains épisodes? Oui, bien sûr. Allez. Donc là, on était sur l'épisode 1, consacré au choix, au renouvellement, à comment on pouvait imaginer le matériel d'un reporter de territoire, en partant peut-être même de zéro. On va passer dans le second épisode à ce qu'on appelle le triangle infernal. Enfin, ce que j'appelle le triangle infernal, parce que c'est effectivement la partie la plus difficile à appréhender lorsqu'on est débutant photographe. C'est ces trois variables qui sont infernales, hein, du coup, entre la sensibilité, entre l'ouverture et la vitesse. Et ces trois variables infernales, on les retrouve aussi en vidéo, sauf qu'elles sont beaucoup moins variables, vous allez voir. Ensuite, on va parler du son. Dans un troisième épisode. Non, dans le troisième épisode. Non, pardon, pas du tout. non, c'est exactement. Dans le troisième épisode, on va parler du sac à dos du reporter. Oui, alors le sac à dos du reporter, on l'a un peu évoqué d'un point de vue matériel. Ce qu'on va aussi, on va revenir sur cet aspect matériel pour essayer de vous montrer un petit kit idéal peut-être, mais aussi dans ce kit, on va voir qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un reporter de territoire lorsqu'il s'apprête à partir sur un tournage, comment on prépare un tournage, comment on prépare un reportage, comment on se documente et comment on aborde les personnes que l'on va rencontrer avec un appareil photo, parce que c'est pas tout à fait pareil, c'est pas anodin de prendre des gens en photo ou en vidéo, et tout ça, ça se prépare dans la tête du reporter de territoire. Alain, pourquoi ça s'est arrêté là, l'enregistrement? Eh ben, c'est à cause de la loi. Oui, en France, les appareils photo n'ont pas le droit d'enregistrer plus de 30 minutes. Sinon, ça s'appelle une caméra, il faut payer une taxe. Certains constructeurs s'affranchissent de cette taxe et permettent donc finalement à leurs appareils photo de filmer pendant plus que 30 minutes. Mais la plupart d'entre eux s'arrêtent au bout de 30 minutes. Le nôtre vient de s'arrêter à 29,1. Voilà, donc on a repris le tournage et on parlait de quoi? On parlait des différentes étapes de ce Mona Learning. Ah oui. Donc on était, je crois, au son, à la Oui. quatrième étape. Quatrième étape, 1, 2, 1, 2, est-ce que vous m'entendez bien? C'est indispensable dans les vidéos d'avoir un son irréprochable. En tout cas, c'est ce que moi je défends, parce que je considère que c'est à peu près 50% de la qualité d'une vidéo qui passe par le son. Donc on verra quel genre de matériel on peut utiliser et surtout comment on les met en œuvre pour avoir un son toujours top. Parfait. Et on terminera avec un cinquième épisode. Je pense qu'on aura fait pas mal le tour en fait de l'équipement pour un bon reporter de territoire sur les recommandations que la Mona et Ouidir nous-mêmes pourront en fait vous faire passer en termes d'équipement, en termes de budget, en termes de préparation, de logiciel. On essaiera de faire un petit débroussaillage de toutes ces notions-là. Voilà, alors si cette vidéo vous a plu, ben, n'hésitez pas à nous liker, ça va nous faire plaisir. Ouais. Dans ce qui est important que vous sachiez, c'est que Mona Learning, c'est aussi une communauté que vous allez pouvoir retrouver sur la page Facebook. Ouais, la page Facebook de la Mona, surtout la chaîne YouTube de la Mona. Et puis un petit peu partout. Après, je pense sur notre site, on essaiera de faire un article dédié à cette mission-là. Et puis sur chacun de vos comptes, vous pouvez également l'utiliser, le partager et... C'est fatigant, hein? C'est pas facile comme exercice. Hein. C'est pas facile. Ça, on va le mettre dans le bêtisier, par exemple. Hein, ça va être très bien. Pour finir. Bon, ben, merci de nous avoir suivis, de nous avoir consacré un petit peu de votre temps. Florent Guitard. Alain Mertex. À bientôt.